Barakatuh, mes chers élèves de première année, voilà un deuxième type de contrôle continu pour ce premier semestre. Donc, à la barakatillah, commençons toujours par la restitution des connaissances. On vous demande ici de répondre par vrai ou faux dans la case correspondante. À droite, la cellule végétale est caractérisée par une paroi cérosique. Donc, je ne vais pas répondre directement, je vais vous laisser le temps de réfléchir pour la réponse. Deuxième proposition, la répartition des êtres vivants est influencée par des facteurs physiques. L'homme est un être vivant unicellulaire. Les zooplanctons sont des planctons végétaux. L'eau est une composante vivante de l'environnement. Pluricellulaire est un être vivant formé par un grand nombre de cellules. Donc, comme conseil pour la réponse, vous devriez chercher le mot-clé dans la proposition. Ici, par exemple, la cellule végétale, je dois la signaler, je dois imaginer, me rappeler de la structure de la cellule végétale en la comparant avec la cellule animale. Et ici, vous avez paroi cellulosique. Donc, bien sûr, la cellule végétale, elle est caractérisée par cette paroi cellulosique. Donc, la proposition, elle est vraie. La répartition des êtres vivants, donc ici, je dois souligner celle-là. Influencé par quoi? Par les facteurs physiques du milieu. Quels sont ces facteurs physiques externes? Il y a la température, il y a l'altitude, il y a la nature du sol. Donc, bien sûr, ils sont influencés par ces facteurs qu'on vient de citer. Alors, l'homme, j'ai écrit ici, l'homme à la fin, bien sûr, est un être vivant unicellulaire. Donc, le terme unicellulaire est constitué par un préfixe uni et cellulaire. Une seule cellule. Non, l'homme, il a 10 puissance 14, c'est-à-dire à peu près 100 000 milliards de cellules. Donc, c'est un pluricellulaire, non pas un unicellulaire. Les zooplanctons, donc zooplancton, c'est un terme qui est composé par zoo, c'est-à-dire animal, et plancton, ce sont des êtres de petits aquifères dans l'eau. Ce sont des planctons végétaux, donc non, ce sont des planctons de type animal. L'eau est une composante vivante, non, il n'est pas caractérisé par les caractéristiques des êtres vivants. Pluricellulaire aussi, si vous avez plusieurs cellules, est un être vivant formé par un grand nombre de cellules, bien sûr. Donc la réponse est juste. La proposition est juste. Deuxième exercice, relier chaque élément du groupe A à celui qui lui convient dans le groupe B. Donc si je vais jeter un œil sur ces éléments-là, ici l'oxymètre, l'hygromètre, thermomètre, luxmètre, tout ça se termine par mètre, c'est-à-dire des appareils de mesure. Qu'est-ce qu'ils mesurent? Ces éléments qui sont là. Donc, l'oxymètre, vous l'avez vu déjà. Donc, il mesure le taux de la quantité d'oxygène. L'hygromètre pour la vapeur. Le thermomètre, vous connaissez pour la température. Luxmètre, c'est pour mesurer le taux de la lumière dans un endroit cité, dans un endroit indiqué. Troisième exercice, placez les termes suivants à la place correspondante. On vous a proposé la flore, le noyau, la faune, la loupe. Donc, un constituant de la cellule plus ou moins arrondi situé dans le cytoplasme. Donc, je vais chercher ici l'élément qui correspond. Deuxième outil, parmi ça, il y a un seul outil, bien sûr. Un ensemble des animaux, comme on l'appelle, et un ensemble des végétaux, comme on l'appelle. Donc, un constituant de la cellule, c'est quoi? C'est le noyau, bien sûr. Outils nécessaires, parmi ces quatre propositions, on a le seul outil, c'est la loupe, donc il est nécessaire pour observer la microfaune. Un ensemble d'animaux, c'est quoi? On appelle la faune, et l'ensemble des végétaux, c'est la flore. Alors, l'exercice suivant, vous avez ici un schéma, on vous demande de la légende. C'est quoi légender? C'est-à-dire donner le nom des différentes parties constituant cet élément-là. Et ainsi, en bas, on vous demande de mettre le titre. Voilà les trois éléments constituant de la cellule. Et le titre, on doit le signaler en bas. Schéma d'une cellule animale. Deuxième question, quel outil utilise-t-on pour observer une cellule? Donc, bien sûr, on ne peut pas la voir à l'œil nu, c'est le microscope qui nous permet de voir la cellule. Donnez un exemple d'un être pluricellulaire, donc on vient de le dire tout à l'heure, par exemple l'homme, la grenouille, la tomate, ce sont des êtres pluricellulaires.
ici, vous avez un texte à remplir. Ici, vous avez un schéma que je pense que vous avez étudié pendant le cours pour extraire la microphone du sol. L'appareil de Berlez nous permet de ça. Donc, on vous propose des éléments de réponse. Il est ici un vide à le compléter. Le sol est un de vie qui abrite une biodiversité animale. Ici, et micro-organismes. On peut récolter là du sol en utilisant qui permet de sa fuite vers le bas pour qu'elle tombe dans l'alcool ici grâce à la lumière et la chaleur de la lampe. Donc ici, premier élément, le sol est un milieu de vie qui abrite où il y a une biodiversité, c'est-à-dire une diversité des animaux et des végétaux, animal bien sûr et végétal et aussi microscopique qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. On peut récolter là quoi la microphone du sol en utilisant quoi cet appareil, ici c'est l'appareil de Berlez qui permet sa fuite vers le bas, qu'elle tombe dans l'alcool ici, grâce à la lumière et la chaleur de la lampe. Ici, en passant là au raisonnement scientifique, communication écrite et graphique, l'exercice numéro 1, le document ci-contre représente un milieu naturel, voilà. On vous a donné déjà le nom des êtres qui constituent ce milieu-là. Et on vous demande d'utiliser les informations du document pour remplir le tableau qui va être affiché maintenant. Ici, les composantes, vous avez végétaux, plutôt l'exemple de être vivant animal. On a par exemple le héron garde-bœuf. On a les poissons. On a d'autres éléments. On vous demande ici de citer seulement 2 exemples. Végétal, vous avez ici plusieurs exemples. On cite par exemple l'herbe, l'algue, les non-vivants, le sol par exemple, et l'air. À ton avis, pourquoi certains êtres vivants dans le document sont entourés par un cercle? Voilà. Donc ça, on ne peut pas le voir à l'œil nu. Ce sont des êtres microscopiques. Vous appelez les micro-organismes, des organismes de petite taille, parce qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu. Ce sont des êtres microscopiques. Exercice 2. Alors l'expérience suivante étudie ce qui se passe pendant la respiration chez le criquet dans un bocal. Donc lorsqu'on vous donne un document ou bien un graphe, il faut le lire tout entier pour comprendre de quoi il s'agit. Ici vous avez le début de l'expérience, ici vous avez un appareil où il y a un oxymètre qui nous indique la valeur de dioxygène du bocal au début de l'expérience. À l'intérieur du bocal, il y a un criquet, un être vivant. Il y a un gris ici pour que le criquet ne tombe pas dans l'eau de chaud, et l'eau de chaud il est limpide, c'est-à-dire elle est claire. Ici, vous avez la fin de l'expérience, vous avez l'oxymètre, lisez la valeur qui indique ici 17,2 g par litre, et vous avez ici toujours les criquets, mais vous voyez ici qu'il y a un changement du débit. Eau de chaud qui n'est pas resté limpide, il est devenu troublé. Donc ici, on n'a pas encore lu les questions, mais vous avez une idée de la question qui va être posée par la suite. Alors on vous demande de comparer la quantité de dioxygène au début et à la fin de l'expérience. Il suffit normalement de lire la valeur qui est ici, de la comparer avec la valeur qui est ici à la fin de l'expérience. Donc bien sûr ici on a au début 20,9 g par litre de dioxygène, ici on a seulement 17,2 g par litre. Alors, précisez ce qui s'est passé à l'eau de chaud au début et à la fin de l'expérience. On a dit lorsqu'on a vu le document tout à l'heure, voilà la différence. Ici, l'eau, il est clair, alors que à la fin de l'expérience, il est devenu trouble. Vous devriez savoir pourquoi il est troublé. C'est grâce à quoi? Bien sûr, grâce à l'eau de chaud qui a été dégagée par cet être qui est le criquet dans le bocal. Donc, expliquez les résultats de l'expérience. Donc, que s'est-il passé? Donc, puisqu'il y a ici une diminution de taux de dioxygène qu'il a utilisé parce qu'ici le bocal est hermétiquement fermé, il est bien fermé. Donc, c'est cet être qui l'a absorbé. Et ici, l'eau de chaud, il est troublé, qui l'a troublé. On sait que le CO2 en présence de l'eau de chaud, il se trouble. Alors, qui l'a dégagé? C'est le criquet qui a dégagé. Et c'est grâce à ce CO2 qui a été dégagé par le criquet qui a troublé l'eau de chaud. Donc le criquet, un être vivant, a utilisé le dioxygène dans le bocal qui est ici, voilà, a dégagé le dioxyde de carbone. Donc il y a un échange entre le criquet
LR. Quatrième exercice, on se propose d'étudier les échanges gazeux dans un organisme en utilisant les deux tableaux suivants. Ici, vous avez un tableau qui nous indique le taux de dioxygène et dioxyde de carbone dans le sang veineux et le sang artériel. Donc, pour rappel, normalement, le sang veineux, c'est le sang qui se trouve dans les vaisseaux sanguins qui font retourner le sang vers le cœur. Ça, vous allez voir en troisième, Inch'Allah. Le sang artériel, c'est le sang qui est venu du cœur. Voilà le taux qui est ici. Et le tableau suivant nous indique l'air inspiré, le taux de dioxygène, l'air expiré qu'on a ici. Dioxyde de carbone, l'air inspiré, voilà cette valeur 0,03. Et l'air expiré, il est 4,4. Donc, comme je vous dis tout à l'heure, il faut lire toutes les informations données par le document. Comme ça va vous faciliter la réponse à la question qui va être proposée par la suite. Ici, pour savoir de quoi il s'agit, parce que vous n'avez pas vu ça, donc ici vous avez deux types de vaisseaux sanguins. Ce sont des vaisseaux sanguins qui transportent le sang du cœur vers l'organe. Ici vous avez exemple un organe, ou bien un ensemble de cellules. On appelle ça, c'est l'artère. Ici, ça, la veine. L'artère, il transporte le sang venu du cœur et l'artère transporte le sang de l'organe vers le cœur. Voilà ici l'inspiration et l'expiration. Ça, on n'a pas vu encore la question. Voilà la première question demandée. Comparer le taux, bien les taux de gaz dans les deux airs, c'est-à-dire l'air inspiré et l'air expiré. Voilà ici l'air inspiré, l'air expiré. Voilà l'air inspiré à propos du dioxyde de carbone et ça, c'est l'air expiré. Et la deuxième question, comparer les quantités de gaz contenues dans les deux sangs, c'est-à-dire le sang veineux et le sang artériel. Donc normalement, il suffit de dire plus grand ou bien plus petit ou bien égal. Donc pour le dioxygène, le taux est plus élevé dans l'air inspiré. On a 20,8 par rapport ici, l'air expire seulement 16. Et pour le dioxyde de carbone, lorsqu'on a fait entrer 0,03 et lorsqu'on a expiré un taux plus élevé de 4,4. Deuxième question, comparer le taux des gaz dans les deux sangs. Donc ici, on va revenir à ce tableau-là. Ici, le taux dans le sang veineux est 10,3. Alors le sang artériel, celui qui vient à l'organe, plus élevé que celle-là. Pour le dioxyde de carbone, on a fait entrer une quantité très petite par rapport à la quantité qui a sorti. Question suivante. Quel lien y a-t-il entre ces deux tableaux-là? Alors, on va expliquer que c'est passé. C'est la question synthèse de les échanges gazeux respiratoires. Alors, le lien, c'est que le dioxyde d'oxygène dans l'air inspiré passe dans le sang artériel. Au niveau des cellules, se produisent les échanges entre la cellule et le sang. Ces derniers dégagent le dioxyde de carbone qui passe dans le sang veineux, qui le transporte vers les poumons pour être éliminé pendant l'expiration. Donc l'image qui est ici, elle va vous montrer ce qu'on vient de dire. Lorsqu'on fait entrer un taux élevé de dioxygène, un taux qui est normalement bas de CO2, et à la sortie on a un taux inférieur de dioxygène et un taux supérieur de dioxyde de carbone. C'est-à-dire au niveau de muscles, par exemple, qui constituent par des cellules, les cellules de ce muscle-là ont utilisé le dioxygène, ils ont dégagé le CO2 qui va sortir et le sang veineux va le transporter vers les poumons et puis il va être dégagé. Merci de votre attention. Je vais vous laisser comme d'habitude avec cette citation de Will Smith qui dit: la première étape est de dire que je peux, c'est-à-dire ne dis jamais je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Il faut dire je peux et tu vas essayer et tu vas gagner. Merci, bon courage et à la prochaine fois, Inch'Allah.